Salutations! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo club de lecture, plus précisément club de lecture de janvier, puisque dans cette vidéo nous allons revenir ensemble sur les deux bouquins qui étaient au programme du club pour janvier. Donc je les ai juste ici, ça y est, je les ai lus et je vais donc pouvoir vous en parler. Donc le premier, en tout cas le premier que moi j'ai lu, c'était cet essai de Simone Veil qui s'appelle Luttons-nous pour la justice. Plus qu'un essai, c'est en fait un regroupement de textes assez courts qui ont pour problématique, pour thématique commune, cette question de la justice qui est à entendre au sens très large. Je le précise ici parce que j'ai cru comprendre en lisant des commentaires et en voyant des stories sur Instagram au sujet de ce livre que certains et certaines avaient été un petit peu surpris, notamment à la lecture du premier texte, qui est un texte qui est très centré autour de questions de travail, de production, de rapports dans le travail et vis-à-vis de la production et donc de justice sociale. Et c'est précisément ce point qui était intéressant, c'est que la justice, c'est une notion qui est très large, qui est aussi protéiforme, et c'est vrai que souvent on va l'associer à une justice au sens judiciaire, le système judiciaire d'un État ou les systèmes judiciaires en général, donc à quelque chose de très juridique, de droit en fait, c'est ce à quoi ça fait penser, ou éventuellement on va l'associer à quelque chose plutôt au sens moral. La justice, c'est l'action qui est bonne, c'est l'action qui est juste, mais ce qu'on oublie, c'est que la justice, elle peut aussi s'entendre en un sens économique, au sens de justice sociale, et c'est ce dont parle aussi, et notamment dans son premier texte, cet ouvrage de Simone Veil, qui donc, comme je l'ai déjà évoqué juste avant, est vraiment un essai qui, en très peu de pages, parce qu'il est très court, il fait moins de 100 pages, aborde cette problématique de la justice à travers divers angles, la justice sociale, une justice au sens plus moral, ce qui est juste, ce qui est bien, etc. Et puis une justice au sens juridique, ça ce sera plutôt dans le dernier texte qui va traiter de la question du devoir, de la question de l'obligation. Donc pour revenir un peu plus en détail sur cet essai, même si j'ai déjà laissé transparaître quelques informations dans mon développement précédent, c'est un texte qui a en tout cas selon moi, trois grosses parties. La première, je l'ai déjà un petit peu développée, c'est celle concernant la justice sociale. Simone Veil, c'est une femme qui s'est beaucoup intéressée dans ses textes à la question du travail, à la question de l'égalité dans le travail et aussi à la question des mutations qui ont affecté le travail au 19e, 20e siècle, globalement dans la continuité de la révolution industrielle. Et c'est vrai que Simone Veil, c'est quelqu'un qui, au niveau politique et philosophique, si elle ne se revendique pas marxiste, je veux pas dire de conneries, mais j'ai l'impression que c'est pas une étiquette. En tout cas, j'avais lu d'autres textes d'elle où justement elle critiquait les marxistes, etc. Donc je pense pas qu'elle s'affilie comme marxiste, mais en tout cas c'est quelqu'un qui était plutôt à gauche ou à l'extrême gauche, si on devait la placer sur l'échiquier politique. Et c'est quelqu'un qui, au niveau de sa philosophie cette fois-ci, est quand même très imprégné des thèses marxistes. Et donc ce premier texte est vraiment un développement autour de ces questions de production, de cette question d'aliénation. C'est un texte vraiment dans lequel elle va revenir sur c'est quoi être ouvrier au XXe siècle, c'est quoi être paysan au XXe siècle et quel est le problème avec le fait d'être ouvrier, avec le fait d'être paysan. Donc derrière, il y a toute une question sur le sens, sur un rapport au travail qui est de plus en plus déshumanisé, dans lequel voilà, on ne fait que travailler pour vivre, donc on est dans une forme d'immanence perpétuelle et le travail n'est plus un lieu où on s'épanouit, n'est plus un lieu où on s'accomplit. En tout cas, le travail ouvrier et paysan n'est plus un lieu où on s'épanouit, n'est plus un lieu où on s'accomplit. Et pour elle, c'est vraiment la grande problématique autour du travail, c'est le fait qu'il y a cette perte totale de sens. C'est quelqu'un qui pousse vraiment au fait de repenser le travail de manière radicale, et c'est d'ailleurs, on rebascule sur le marxisme, et c'est d'ailleurs ce qu'elle reprochait en partie aux marxistes, c'est bien sûr que c'est fondamental pour questionner les rapports de force dans la production, mais en fait on reste à ces questions de rapports de force sans voir que derrière se joue aussi la question de la définition et la question de la place que l'on donne au travail au sein d'une société. Donc ça c'est pour le premier texte. Le deuxième texte est très centré sur des questions de consentement. En tout cas moi c'est ce que j'en ai retenu. J'ai lu ce livre vraiment tout début janvier, je crois que c'était ma première lecture de janvier, donc c'est vrai que
tout n'est pas très frais actuellement, mais ce que moi j'en ai retenu, en tout cas ce que j'en ai retiré, c'est vraiment un travail autour de la question du consentement et de la question de la liberté. Donc ça renvoie à cette dualité liberté, consentement. Est-ce que les deux sont superposables? Est-ce que les deux sont réductibles l'un à l'autre? Spoiler, non, pas vraiment. En tout cas, c'est quelque chose qui se discute et qui doit être discuté. Et donc plus précisément dans ce texte, elle va vraiment revenir sur qu'est-ce que c'est que véritablement consentir? Donc il y a toute une question du rapport de force, il y a toute une question de s'affirmer aussi en tant que sujet libre. Et moi, c'est des problématiques qui véritablement m'intéressent, encore une fois, cette dichotomie entre le consentement, la liberté, comment on arrive à permettre dans nos sociétés d'avoir la véritable expression de la liberté à travers nos choix et dans nos rapports aux autres. C'est quelque chose que je trouve vraiment fascinant et donc sous la plume de Simone Veil, c'était extrêmement agréable à lire. Et puis pour ce qui est du dernier texte, c'est un texte qui est vraiment dans la continuité de ce que moi j'avais pu lire d'elle, notamment dans l'enracinement, puisque c'est une sorte... Alors, dans mon souvenir, c'est deux textes qui vont ensemble. Il y en a un qui est une profession de foi, il y en a un qui est une véritable déclaration, mais les deux tournent autour de cette question des obligations des êtres humains, et ça c'est quelque chose de très singulier dans la pensée de Simone Veil, c'est que c'est quelqu'un qui ne va pas tant penser le droit que le devoir et qui ne va pas tant penser la liberté que l'obligation. Elle, ce qui est central, c'est l'obligation, c'est le devoir. Et nos droits et nos libertés et nos prérogatives découlent du fait que nous avons tous et toutes des devoirs et des obligations. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant dans sa pensée. C'est quelqu'un qui valorise beaucoup, notamment des notions comme la responsabilité, ce qui n'est pas forcément fréquent et ce qui est extrêmement intéressant. Donc voilà, pour ce qui est du fond, moi, c'est ce que j'ai retiré de cet essai. Pour ce qui est de mon opinion globale, comme d'habitude avec Simone Veil, c'est toujours une expérience. La lecture de ses essais, j'en avais déjà parlé d'ailleurs de ses livres sur la chaîne, donc je vais un peu redire ce que j'ai déjà dit, mais c'est quelqu'un qui est très radical, vraiment ses livres et sa pensée se définit par sa radicalité avant tout, et sa radicalité et son intelligence slash pertinence, donc c'est un mélange qui est explosif et qui est très agréable parce que ça pousse à se questionner, et même si on n'est pas d'accord avec elle, parce que moi je ne suis pour ma part pas tout le temps d'accord avec elle, loin de là, comme il y a cette alchimie entre oui, pertinence et radicalité, singularité, c'est toujours extrêmement intéressant et extrêmement agréable sur le plan intellectuel, je trouve. Puis si je devais donner un dernier élément sur l'œuvre de Simone Veil, c'est vraiment plutôt dans le style, cette fois-ci, une alchimie, alors qui parfois est difficile, qui parfois rend la lecture un petit peu ardue, parce qu'il faut reconnaître que c'est pas un texte facile et que l'œuvre de Simone Veil en général n'est pas forcément une œuvre facile et accessible, mais il y a vraiment une alchimie entre une très très forte exigence conceptuelle. On sent que c'est un livre qui, je dirais pas sourcé, parce qu'en tant que tel, ne sont pas mentionnés des philosophes, ne sont pas mentionnés des historiens, des historiennes, mais on sent qu'il y a un bagage philosophique qui est très important et qui a été tellement intériorisé que ça transparaît littéralement à travers sa pensée. Donc il y a vraiment une rigueur conceptuelle qui peut être assez compliquée, surtout quand on n'est pas forcément familière avec la philosophie et avec les grands concepts de philosophie, mais qui est agréable à lire aussi. De l'autre côté, c'est compliqué et en même temps, c'est agréable de voir cette exigence conceptuelle et argumentative et au niveau du raisonnement. Et ce qui est singulier, c'est que cette exigence conceptuelle, donc ce travail théorique très important, est allié avec une volonté quasiment systématique de lier à la pratique. C'est quelqu'un qui pense le monde, mais c'est quelqu'un aussi qui fait des propositions. Et ça, je sais, quand j'avais lu le premier texte que j'avais lu d'elle, c'est quelque chose qui m'a frappée et qui à chaque fois me frappe parce que c'est très inhabituel en fait dans les essais. C'est vraiment quelqu'un qui analyse et qui ensuite fait des propositions avec lesquelles, encore une fois, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais qui a le mérite de proposer des choses, de dire ah bah on devrait peut-être faire comme ça, ah bah on devrait faire comme ça. Et je vous invite vraiment, si vous l'avez pas lu dans le cadre du club, à juste vous pencher là-dessus parce que c'est très intéressant à lire et à chaque fois on ne s'attend pas à ça et en même temps on se dit bah c'est ça aussi, et ce pourquoi on pense aussi le monde. Si on ne fait que penser le monde, surtout pour le critiquer sans espérer le changer et sans espérer influer sur le réel, on a peut-être au fond un petit peu raté quelque chose. Et voilà. Donc, ensuite, nous arrivons donc au deuxième livre qui était au programme pour le club de janvier. Et franchement, je suis nettement moins enthousiaste et je pense que je vais être nettement moins bavarde sur ce deuxième essai parce que ça a plutôt été une déception. Donc c'était les cours de philosophie en
6h15 de Gombrowicz. J'étais extrêmement enthousiaste parce qu'on me l'avait beaucoup recommandé plusieurs fois par diverses personnes que j'estime beaucoup en plus, en me disant que c'était une super introduction à la philosophie, et même le résumé reprenait ça en disant que c'était drôle, que ça... C'était à la fois de la vulgarisation et en même temps c'était très intelligent, très brillant, etc. Donc j'étais vraiment très enthousiaste, je l'ai commencé pleine d'enthousiasme et malheureusement ça a vraiment été une lecture en demi-teinte pour ma part. Je suis quand même contente de l'avoir faite, mais globalement je ne suis pas très convaincue. Donc pour vous résumer assez brièvement, les cours de philosophie en 6h15, ce sont donc des cours de philosophie qui... Alors je n'ai pas lu la préface, je dois avouer, donc je ne sais pas exactement dans quel contexte cela a été donné, mais vraisemblablement je suppose que ce sont des cours qui ont été donnés à des élèves en 1969 et qui donc ensuite ont été publiés sous forme d'écrit, ce qui déjà peut rendre la lecture un peu compliquée parce qu'il y a un côté un peu... prise de notes, il y a même des phrases manquantes et tout ça. Après, moi je sais que j'avais déjà eu ça dans certains cours au Collège de France de Michel Foucault et ça m'avait pas dérangé. Donc je le dis au cas où parce que ça surprend un peu toujours au début, mais pour ma part, quand le propos, quand le fond est bien et est intéressant, c'est pas non plus quelque chose qui est un obstacle insurmontable, mais bon c'est bon à savoir. Et donc c'est un cours d'introduction à la philosophie, mais en fait pas à la philosophie en général, ce qui n'est pas possible d'ailleurs au passage, on peut pas faire en 140 pages une introduction générale à la philosophie, c'est quasiment impossible, mais c'est plutôt une introduction à des questions métaphysiques, et plus précisément, c'est pas une introduction encore une fois à la métaphysique en général, c'est un livre qui tend à développer l'existentialisme, parce que tout le développement, tout l'argumentaire, toutes les présentations, tous les philosophes qui sont mentionnés, qui sont explicités, tendent vers les thèses existentialistes, et ça en soi c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que pour ma part c'est vraiment pas un pan de la philosophie que je connais. C'est pas non plus, pour être honnête, le pan de la philosophie qui m'intéresse le plus, hein, ça me fait pas me relever la nuit, l'existentialisme et la métaphysique, mais j'étais assez curieuse, et donc au début je me suis dit, ah bah oui, pourquoi pas, ça va ouvrir mes horizons, ça va être une occasion de découvrir des pans de la philosophie jusque-là inconnus, ou en tout cas très peu connus de moi. Et donc pour ce qui est de la structure, en fait l'ouvrage est divisé en fonction des auteurs, donc on commence par Descartes, ensuite on bascule sur Kant, ensuite il y a Hegel, Heidegger, Sartre, probablement d'autres gens qui s'intercalent un peu au milieu, et puis on finit sur Marx. Et en fait je disais au début que c'était un ouvrage vis-à-vis duquel j'étais mitigée. En fait le côté mitigé est lié au fait que pour certains auteurs j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. En fait concrètement tout ce qui est existentialisme pur, j'ai trouvé ça vraiment passionnant, j'ai trouvé que ces analyses très courtes, très rapides étaient excellente, vraiment, et qu'en peu de phrases, il disait beaucoup, et j'en ai vraiment retiré beaucoup, notamment tout ce qui est la partie sur Sartre, je l'ai trouvée brillante, vraiment. Mais pour le reste, j'ai été nettement moins convaincue. Pour ce qui est de Kant et Descartes, pour le coup, en fait, c'était des auteurs que pour ma part j'avais déjà travaillé en cours, et sans être une spécialiste, je suis loin d'être une spécialiste de la philosophie d'Emmanuel Kant, le fait est qu'en 140 pages, on n'a pas vraiment l'occasion forcément de formuler des choses totalement nouvelles, totalement neuves. Donc en fait ce que lui dit, c'est des choses qu'on peut retrouver dans la plupart des cours de philosophie, et pour ma part j'avais déjà eu ces cours de philosophie, donc c'était pas négatif, c'était une piqûre de rappel, mais c'est vrai que ça m'a pas transcendé, hein. C'était des choses que j'avais déjà vues, que au fond je connaissais déjà. Et ensuite, et ça c'est un peu plus dérangeant, je n'ai pas du tout apprécié la dernière partie, qui est la partie sur le marxisme, parce que en fait on bascule un peu, et même carrément, soyons honnêtes, dans une forme d'antimarxisme primaire que j'ai trouvé un peu déplacée. C'est-à-dire que d'un côté je comprends, on est en 1969, Gombrowicz est polonais, donc c'est sûr que Pologne, Union soviétique, c'est-à-dire régime qui se présente comme marxiste, qui se définit comme marxiste, et le sort que l'Union soviétique a réservé à la Pologne, je peux comprendre qu'en tant que Polonais on n'est pas un amour démesuré pour les marxistes en général et l'Union soviétique en particulier, mais là on n'est pas au Café du Commerce, on n'est pas dans un débat télévisé, on est dans un texte qui se pose comme une introduction à la philosophie. Donc pour moi, oui, il y a des explications historiques, il y a des explications biographiques, mais
quand on veut faire une introduction à la philosophie, on ne peut pas se permettre de basculer dans quelque chose d'un peu naïf, quelque chose d'un peu superficiel, de vraiment pas pertinent, parce que je le précise quand même, mais bien évidemment que le marxisme est critiqué et critiquable. Il y a des très bonnes critiques qui ont été faites du marxisme. J'ai parlé de Simone Veil tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a critiqué le marxisme. On pourrait citer des gens comme Michel Popper en épistémologie, qui ont également critiqué les théories marxistes sur plein de points. Donc la question, c'est pas tant de savoir si le marxisme peut ou pas être critiqué, c'est plutôt le comment on le critique, et pour le coup, la critique n'était pas pertinente. Elle n'était pas pertinente d'autant plus que c'était accompagné d'une vision du capitalisme qui, là encore, était quand même un peu naïve, un peu superficielle, et j'ai trouvé ça dérangeant, d'autant plus dérangeant que c'était la fin de l'ouvrage, donc ça m'a un peu laissé un goût un peu amer, d'inachevé, de sentences gratuites, d'humour pas très drôle, qui fait que j'ai eu du mal avec cet essai, et voilà. Donc sur ce, j'ai fini de vous présenter les 2 livres qui étaient au programme de janvier. J'ai beaucoup parlé, mais je ne vous laisse pas tout de suite, bientôt mais pas tout de suite, puisqu'il faut, avant que je ne vous quitte, que je vous dise quels sont les 2 livres qui seront au programme du club de février. Donc ils sont juste ici, je vais vous les présenter très rapidement. Donc le premier, c'est un texte d'anthropologie très connu, puisque c'est Le Sacré et le Profane de Mircea Eliade. C'est un texte d'anthropologie sur la question de la religion. Je n'en sais pas plus, mais c'est une thématique qui m'intéresse et qui, je pense, doit en intéresser d'autres. Et puis en plus, Mircea Eliade, c'est quelqu'un dont j'ai très très envie de découvrir le travail, donc j'espère que ce sera une bonne lecture et j'ai très très hâte de la faire. Et le deuxième texte est un peu plus le défi, on va dire, de ce club de lecture, puisque c'est un texte de mathématiques. J'ai décidé de mettre au programme du club un livre de René Tom, je suis désolée, qui s'appelle Paraboles et catastrophes. Si je l'ai choisi, c'est déjà parce que c'est bien de se diversifier, voilà. Et donc je me dis pourquoi pas lire quelque chose qui a été écrit par un mathématicien. Moi je lis plus des sciences humaines, mais parfois les mathématiques, la physique, ça peut être bien aussi. Et puis en plus, c'est un défi un peu relativisé par le fait que d'après la 4e de couverture, c'est oui un livre qui a été écrit par un mathématicien, mais c'est aussi un livre qui aborde des thématiques un peu d'anthropologie, de linguistique, d'histoire. Donc je me suis dit que j'allais peut-être quand même y arriver. En tout cas, j'espère, et j'espère aussi que ce sera une belle découverte. Voilà, sur ce, j'ai enfin terminé, je vous laisse. J'espère que vous avez fait de bonnes lectures. J'espère, si vous avez participé au club de lecture, que le ou les 2 livres que vous avez choisis et que vous avez lus dans ce cadre vous ont plu. J'espère aussi vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tout le mal que je vous souhaite, c'est de faire de très très bonnes lectures. Salut!